Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde autour de la thématique est-ce que l'école mathématique française peut concurrencer la Silicon Valley. Donc pour discuter de ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir Meredith Revel, qui est ingénieure d'affaires chez ProBayes, une filiale du groupe La Poste, spécialisée dans la data et les techniques d'optimisation. Ensuite, nous avons Sylvain Marceau, directeur Data Science et Analytic Practice chez Carrefour. Bonjour à tous. Bonjour. Et enfin, Ariane Liger-Beller, qui est directrice académique chez SAS, mais aussi membre du conseil scientifique des Data Science Tech Institute. Vous avez l'habitude de rencontrer différents profils. Vous faites le lien entre le milieu académique et le milieu de l'entreprise en rencontrant différents candidats. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelles sont les forces et les faiblesses actuelles, d'après vous, des formations dispensées par le système français ? Tu veux répondre ? D'accord. Alors je pense d'abord qu'il faut resituer les choses. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que le système français ne forme pas suffisamment autour des métiers de la data science ou autres. Et aujourd'hui, c'est le problème auquel on est confronté. Nous, on va sourcer principalement des ressources dans les universités et les écoles. On a identifié quelques cursus, mais ils sont pour la plupart assez jeunes, que ce soit des masters spécialisés ou alors des écoles établies avec une spécialisation informatique, statistique ou économétrie qui ont évolué. Mais aujourd'hui, ça fait toujours trop peu. Et je pense qu'aujourd'hui, le principal problème, c'est d'une part que la data science, qui est une science appliquée, elle n'est pas enseignée en amont. Et les étudiants ne sont pas forcément sensibilisés. Et pour nous, de l'autre côté, on a un vrai souci d'identification finalement des formations qui pourraient nous permettre de staffer correctement les postes qui sont nombreux, et j'y reviendrai par la suite. En termes de contenu, là je pense que le problème est un tout petit peu différent. Et je voudrais resituer les choses par rapport au monde de l'entreprise et Carrefour en particulier, puisque je travaille pour Carrefour. Nous, aujourd'hui, on a identifié plusieurs leviers de valeur autour de la data, l'expérience client, donc le développement de nouveaux services, de nouvelles offres, etc. Toute la partie prise de décision et l'optimisation de la prise de décision. Donc la capacité au travers des données d'aider les décideurs à prendre les bonnes décisions sur tous les process basiques, que ce soit le pricing, l'assortiment, la supply chain et autres. Et puis tout un pan concernant les processus et la productivité. Nous, on considère que sur ces deux derniers sujets, on exploite à peine 5% des informations qui sont disponibles ou qui pourraient être disponibles, puisqu'on ne collecte pas non plus toutes les informations, en particulier digitales, qu'on pourrait exploiter. Et on considère de l'autre côté qu'un décideur, 1 sur 2 ou 1 sur 3, prend des décisions s'appuyant réellement sur une information qui lui a été préparée. Donc il y a un vrai levier de valeur pour l'entreprise. Et aujourd'hui, ce qu'on va rechercher, c'est d'une part des compétences techniques. Alors compétences, j'aurais tendance à dire plutôt une connaissance globale des techniques, alors que ce soit les techniques de collecte d'informations, d'analyse de données, de modélisation, mais aussi les techniques plus informatiques, de traitement parallèle. On est confronté systématiquement, on parle de volumes importants, puisqu'on parle de données collectées au travers de nos clients ou de nos produits. Et on a plus de 500 000 produits actifs et des dizaines de millions de clients. Donc des problématiques techniques qui nous obligent à avoir des compétences techniques, en tout cas une connaissance des opportunités et des limites techniques, traitement parallèle, etc. Donc une connaissance globale sur tous ces sujets, mais aussi et surtout la capacité d'amener de la valeur au métier. C'est-à-dire à transformer finalement ces expertises en valeur au travers d'applications innovantes, au travers de nouveaux modèles dans les process existants de l'entreprise. Et tout ça va nécessiter de l'ouverture d'esprit, va nécessiter un esprit d'innovation
une capacité à se remettre en question et surtout à travailler en collaboration avec les autres. Je crois que le travail collaboratif, c'est ce qui est le plus difficile à trouver aujourd'hui. Et si j'aurais juste une critique à faire par rapport au cursus, c'est le manque de projets en groupe. Alors quand je dis en groupe, c'est pas forcément en groupe intra-école ou intra-université, hein, c'est apprendre à travailler avec différents domaines d'expertise qui peuvent être sur site juste à côté ou dans d'autres sociétés auprès d'autres agrégateurs. Et enfin, je dirais qu'on a besoin de personnes qui sont capables de se remettre en question régulièrement. Les technologies, les approches, elles évoluent très très régulièrement. Et aujourd'hui, on constate, et c'est une bonne chose, on constate une évolution au travers des cursus, c'est-à-dire que les jeunes qui nous rejoignent sont aujourd'hui formés à différents langages, ils ont une connaissance des différents secteurs, des différents marchés. Mais je pense que ce qui pourrait leur manquer, en tout cas un vrai critère de différenciation, c'est cette capacité à s'appuyer sur ces connaissances pour aller apprendre et continuer à apprendre régulièrement. Moi, je regarde régulièrement sur Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on ne va pas aller chercher un expert en telle ou telle modélisation. Je pense que de plus en plus, d'ailleurs, il va y avoir des choses qui vont se normaliser. Par contre, on a besoin de personnes qui sont capables d'aller chercher l'expertise là où elle se trouve, hein, que ce soit sur le web au travers des communautés, les concours, Data Science Kaggle, voire même les hackathons qui sont organisés. Nous, on en organise régulièrement. On en a organisé un il n'y a pas très longtemps qui a très bien fonctionné. Donc, cette capacité à se remettre en cause et à intégrer son expertise dans un groupe d'experts un peu plus large. Et j'aurais aimé connaître votre avis aussi, Ariane, sur le sujet. Vous êtes amenée à rencontrer beaucoup de candidats. D'après vous, qu'est-ce qui peut leur permettre de se démarquer et de faire la différence, justement ? Alors déjà, je voudrais dire que je suis tout à fait en phase avec monsieur. Chez SAS, nous travaillons avec beaucoup de formations, essentiellement des fins de cycle. Notre objectif, il est de fournir des compétences, des talents à nos entreprises qui sont clientes et à nos entreprises qui sont partenaires, donc les sociétés de services, de conseil. Alors l'approche est un petit peu différente, même si chez SAS, on est 15 000 dans le monde, on est une filiale française de moins de 300 personnes, donc le recrutement, je n'ai pas une casquette recrutement pour SAS. Hein. Je fais le lien entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Et mon objectif est de collaborer avec des formations qui répondent aux besoins de mes clients, bien sûr. Et ce que je recherche particulièrement avec l'expérience et les 18 années de vécu chez SAS, c'est que alors il y a des compétences égales dans beaucoup de formations, il y a beaucoup de formations qui naissent, il y en a qui se mettent au goût du jour avec les nouveaux besoins du marché. Il y a deux choses très importantes, je pense, c'est la collaboration avec les entreprises. Et quand je parle de collaboration avec les entreprises, il ne faut pas se dire que c'est de mettre le logo d'une entreprise qui va être partenaire du cursus en question, mais c'est vraiment qu'il y ait une relation win-win entre les deux parties et que l'entreprise s'implique et qu'elle ait une relation pérenne avec la formation. En France, je travaille environ avec 150 établissements d'enseignement supérieur. Il y a une vingtaine de formations qui sont phares, où les étudiants sont très demandés par nos clients. Donc bien sûr, on met l'emphasis là-dessus. Je pense que dans les formations, il faut regarder aussi le côté étudiant et le côté prof. Le côté prof, j'arrive à la recherche fondamentale. Ce que je ne jugerai absolument pas, mais je pense qu'il manque de recherche appliquée. Villani le disait lui-même, on est très bon en recherche fondamentale, mais il faut qu'on fasse beaucoup plus de recherche appliquée, donc se tourner beaucoup plus vers l'industrie. Ensuite, je parlerai des étudiants, et je pense qu'à compétences égales, ce qui fait vraiment la différence, c'est l'aspect comportemental, c'est comment l'étudiant se présente, donc comment il sait communiquer, comment il sait partager avec les différentes équipes, passer son savoir, récupérer d'expertise autre part. Donc l'humilité, la curiosité, la communication, c'est peut-être des choses qu'on ne va pas forcément retrouver dans les grandes écoles ingénieurs, scientifiques, mathématiques, parce qu'il y a beaucoup d'heures de fondamentaux à faire. Alors il y a des étudiants qui complètent par un cursus plus management, je trouve ça pas mal. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'étudiants d'école de commerce ici, mais c'est intéressant dans les étudiants d'école de commerce que je rencontre, qui n'ont quand même pas une appétence à aller dans
au fond de la data, dans l'analyse de données d'une façon très forte, mais ils préfèrent devenir vite fait manager et encadrer une équipe. Quand il y a une appétence pour l'analyse de données, on sait convertir des étudiants en école de commerce vers des choses beaucoup plus scientifiques. Et c'est un vrai challenge et ça, c'est aussi intéressant. Donc, vous voyez, que ce soit universitaire, grandes écoles de management, d'ingénieurs, je pense qu'il y a des talents partout et il faut aller creuser, il faut être proche des formations et ça, c'est crucial. Donc on a pas mal parlé des étudiants. Moi j'avais une question sur les écoles du système français au global. Est-ce que pour vous il y a des leviers sur lesquels on pourrait jouer qui pourraient leur permettre d'être plus attrayants et plus concurrentiels vis-à-vis de l'étranger? Je m'adresse à vous deux. D'abord, je pense qu'on n'a pas de complexe à faire. On va regarder deux aspects. La reconnaissance, elle existe. Je ne connais pas une entreprise française qui ne va pas d'abord aller chercher en France parce que les diplômes sont reconnus, parce que la formation est reconnue. Par ailleurs, je pense que si on prend la Silicon Valley, même si ce n'est pas pour nous l'exemple, parce qu'on a d'autres concurrents, Silicon Valley, les diplômes français sont très recherchés et ils sont reconnus. Les diplômes dont on a parlé tout à l'heure. Moi, je pense que le principal problème, c'est notre difficulté à attirer les talents étrangers au niveau des écoles, et j'en parlerai, et notre difficulté c'est en cours peut-être, mais en tout cas à développer plus massivement ces formations et à les rendre plus lisibles pour les entreprises françaises. Voilà. Et la collaboration avec les entreprises, parce que l'aspect tactique, au-delà de la formation théorique, est vraiment important. Pour le deuxième souci, c'est-à-dire le manque d'attractivité au niveau des étudiants, je pense encore une fois que les choses sont en cours. On sait d'où ça vient. C'est un problème de notoriété et cette notoriété, elle est souvent liée au classement de Shanghai et à la multiplicité des parutions, des interventions qu'on peut avoir sur le net, etc. Et c'est évident que la création de pôles d'universitaires intégrés, donc je ne parle pas de partenariat entre écoles comme c'est fait jusqu'à peu de temps, mais des pôles intégrés comme celui de Saclay, va certainement changer la donne. Donc on a pas mal parlé de tout ce qui est aspect formation et étudiants. Et justement, puisqu'on parle de pôle, quel est votre avis sur la question de la collaboration entre grands groupes comme les vôtres et start-up et est-ce que ça pourrait être un levier qui pourrait nous rendre plus concurrentiels en tant qu'entreprise française vis-à-vis de la Silicon Valley? Alors je parle au nom de Carrefour, d'abord. Non, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est rentré dans un monde nouveau. Alors, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution, mais elle s'est concrétisée. Tout ce qui nous paraît évident dans le monde digital et chez les pure players devient de plus en plus évident pour une société établie comme Carrefour, avec des métiers, des process qui existent, qui ne sont pas non plus à remettre en cause, mais qui doivent être revus. Aujourd'hui, je dirais que l'organisation en silo, elle a vécu. La compétence, elle est éclatée. La valeur ajoutée, il faut aller la chercher là où elle se trouve. Et donc, il faut absolument, et je l'expliquerai comment on met en place les structures chez Carrefour pour ce faire, mais il faut absolument être capable d'aller collaborer avec les différents experts. Quand je parle d'experts, ça peut être un étudiant, ça peut être une expertise interne, et c'est surtout une expertise externe, donc différentes startups. Il faut être capable, comme ça se fait sur le digital, comme on le fait nous sur nos sites, on consolide différents services et on est là pour animer tout ça en allant chercher chacun sa. Il faut être capable d'intégrer ces différents domaines d'expertise et ne plus penser qu'on va pouvoir auprès d'une organisation, d'un partenaire, trouver une solution globale à un process, à une problématique, à un enjeu, quoi. Et pour ce faire, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une évolution dans les mentalités. Et elle se traduit chez Carrefour, mais comme dans d'autres entreprises, par la création de différentes directions. Chacune direction métier aujourd'hui a créé en son propre sein une direction innovation qui est là pour identifier les leviers de valeur dans les process, donc elle est responsable. Il y a une direction Big Data très importante qui a été mise en place au niveau des systèmes d'information
Et je vous invite à aller voir sur le stand, il y a des experts qui sont là et qui peuvent discuter avec vous, et qui fournit donc toute l'expertise technique et technologique autour du big data, qui est évidemment un prérequis important. Et puis il y a une direction études data qui fournit toute la partie data science. Tout ça fonctionne en symbiose, et l'idée c'est d'intégrer finalement les nouvelles ressources sans forcément qu'elles aient, alors elles ont au départ une préférence, mais les intégrer dans un cursus qui leur permet de voir un petit peu les différents métiers, de les comprendre, de se positionner, et surtout leur permettre plus tard de s'exprimer, puisque rien n'est dissociable. Je ne peux pas dire, tiens, Big Data va travailler dans son coin et vont construire des infrastructures. Chaque problématique fait appel à chacun de ses composants. Et pour travailler avec l'extérieur, parce que c'est quand même le point le plus important, on a mis en place une plateforme. Donc là, les mentalités s'ouvrent, c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense c'est une certitude. Dans les faits, encore une fois, autour de l'expérience client et du monde digital, ça se fait déjà. On se comporte comme un agrégateur, comme un consolidateur. Mais c'est de plus en plus vrai sur nos métiers traditionnels, sur nos process et notre prise de décision sur tout ce qui fait la force finalement de notre entreprise. Et pour ce faire, donc, on crée une plateforme qui s'appelle Carrefour.io, qui est une espèce de plateforme d'incubation dédiée, qui va permettre et qui permet, puisqu'aujourd'hui les sociétés incubées au travers du dernier hackathon et certaines sociétés start-up partenaires, on travaille avec plus d'une vingtaine de start-up à l'heure actuelle. Alors start-up, on voit large, il s'agit d'un projet ou de sociétés qui ont déjà déposé les statuts et qui sont établies, voire même qui ont déjà levé des fonds. Et pour leur permettre de travailler avec nous et de s'intégrer, alors je parle bien d'intégration et pas d'assimilation, parce que c'est aussi un souci. Jusqu'à très peu de temps, on tentait absolument d'assimiler tout ce qui venait de l'extérieur. Aujourd'hui, on a compris que la valeur, elle se trouvait là où elle se trouve, et qu'il fallait aller la chercher telle qu'elle, et plutôt donner la possibilité à ces startups, à ces sociétés qui amènent de la valeur, de s'intégrer, donc en leur fournissant un environnement technique, un accès à nos données via cette plateforme Carrefour.io, et un accès à nos process via les API, et un accès à notre expertise, puisque l'intégration, elle se fait à un niveau technique, mais elle se fait surtout à un niveau métier, pour qu'ils puissent amener de la valeur, la possibilité de faire appel à de l'expertise. Et pour nous, c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire qu'on sait demain, je peux prendre certains exemples et certains process, mais on sait demain qu'on ne fera pas seul, on fera avec d'autres, voire même quand on fait seul, on fera avec différentes structures en interne, et qu'il faudra être capable de consolider ces différentes expertises et de les intégrer. Donc je vois que vous avez beaucoup d'expérience dans la collaboration avec les startups. Et pour revenir sur notre problématique, j'aurais aimé connaître votre avis sur, d'après vous, quelles sont les raisons qui peuvent pousser certaines startups à s'intéresser, à vouloir lever des fonds ou s'implanter à la Silicon Valley actuellement. Je ne sais pas si c'est une affirmation ou une question, mais moi je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, les startups françaises rêvent, ou les projets français rêvent de lever des fonds en Silicon Valley. Enfin, concrètement, si on regarde la situation, on n'a plus rien à envier. L'important, c'était de prendre l'état d'esprit, il a été pris, c'est de poser les fondations. Et l'écosystème, il existe. Enfin, des pôles d'incubation qui se développent un peu partout. Là, début janvier, il y a dans le 13e, la Alpha et Senet qui va voir le jour. Les différentes sociétés comme nous. Alors, il y a deux types de pôles d'incubation. Il y a un pôle d'incubation sectoriel affecté à une société. C'est un peu ce que nous, on développe chez Carrefour. On développe notre propre intérêt et on va chercher à incuber des projets et des sociétés qui ont un rapport avec notre activité et qui peuvent nous apporter directement. L'objectif n'est pas tant de financer, mais plutôt de travailler et de préparer une collaboration à l'avenir. Et puis il y a des pôles d'incubation qui se développent à Paris en particulier, et là qui sont plutôt multisecteurs. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui ces pôles existent.
L'écosystème existe, le marché existe. Je pense que, encore une fois, je parle au nom de Carrefour parce que je travaille pour Carrefour, mais je sais que ça se passe exactement de la même manière dans les autres entreprises. C'est-à-dire cette ouverture dont on parlait tout à l'heure, cette capacité à aller travailler avec les autres, donc des startups, elle est développée et aujourd'hui c'est du concret. On voit de plus en plus de hackathons qui se développent et un hackathon, ça débouche généralement sur une incubation et très souvent sur une start-up qui se crée. Je pense que le seul frein qu'il pourrait y avoir à date, alors fiscalité peut-être, on pourrait toujours en reparler, mais ça c'est un long débat. Le financement, je pense qu'aujourd'hui le financement existe aussi. Le seul point qui pourrait être un peu bloquant pour les sociétés spécialisées dans la data, et je parle parce que j'ai dans mon entourage et on est souvent en contact avec ce type d'entrepreneurs, c'est la législation qui est peut-être plus avancée en Europe et en France en particulier, ou en tout cas son application, qu'elle peut être aux États-Unis. Et certains modèles aujourd'hui ne peuvent pas être déployés en France alors qu'ils peuvent être déployés aux États-Unis. Voilà. D'accord, merci beaucoup Sylvain Marceau. J'avais aussi une question, alors là, par rapport plus au profil français qui pouvait, enfin au profil de la data qui pouvait être attiré par la Silicon Valley et on peut parler d'une fuite des cerveaux. Vous, Meredith, quel est votre avis sur la question? Comment est-ce qu'on pourrait empêcher cette fuite des cerveaux? La fuite des cerveaux. Alors c'est un phénomène qui est assez large, assez complexe et quoi qu'il en soit, je le pense multifactoriel. Effectivement, il y a toute cette idée comme quoi c'est plus facile, enfin c'est pas qu'une idée d'ailleurs, c'est plus facile de lever des fonds aux États-Unis. Il y a des startups qui partent s'installer, donc forcément qui attirent aussi dans ce rêve un peu américain des profils, des compétences, des talents français. Comment éviter la fuite des cerveaux? Déjà, je tiens à dire qu'on n'est pas tout seul dans ce combat-là. Les Américains récemment nous ont donné un petit coup de pouce pour réussir à retenir nos talents, voire même en ramener certains. Donc ça, c'est pour l'aspect positif de la chose, on va dire, en France en tout cas. Maintenant, plutôt que de se dire qu'est-ce qui fait fuir nos cerveaux, nous, chez ProBayes, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui les retient en fait. Et en se posant cette question, on se rend compte que on tombe sur des atouts de nos entreprises sur lesquels s'appuyer, donc des leviers d'action qui nous permettent à la fois d'attirer des profils très intéressants pour nos entreprises, mais aussi des talents de demain et qui favorisent la croissance de nos entreprises. Donc ProBayes, juste pour l'historique, encore au début d'année, on est en fait une PME qui vient d'être achetée par la branche numérique du groupe La Poste. À la base, on est issu d'un essaimage de laboratoire de recherche, donc on est vraiment dans ce monde de la recherche. Et donc, on a des profils très experts, très scientifiques. Voilà. Donc moi, pour vous amener le témoignage de ProBayes sur comment retenir finalement les talents, j'ai fait un petit sondage parce qu'on est en plein processus de recrutement, donc on recrute à la fois des profils data scientists, mais également des profils développeurs. Et donc j'ai fait un petit sondage la semaine dernière en vue de ce salon en me disant, quelles sont les raisons qui poussent aujourd'hui les cerveaux français, on va dire, les data scientists à venir chez nous. Et donc il y a 3 critères, donc j'ai posé 3 questions. Quelles sont les raisons pour lesquelles le panel, c'était les data scientists et développeurs de l'entreprise ProBayes, donc une trentaine de salariés. Et finalement, les 3 questions que j'ai posées, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez postulé chez ProBayes, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez accepté l'offre ProBayes, et enfin, tout un panel d'atouts pour lesquels ils devaient voter, on va dire. Quels sont, selon vous, les atouts à pousser lors de salons de recrutement pour attirer justement des data scientists talentueux. Et alors, c'est assez intéressant de voir le résultat. Je ne vais pas vous faire tout le sondage, mais les 3 points que j'aimerais partager avec vous, ce sont les suivants. 100% des participants au sondage ont répondu que c'était pour la diversité des projets qu'ils étaient venus nous rejoindre. Chez ProBayes, on travaille, un data scientist n'est pas, ou un développeur n'est pas
uniquement actif sur un projet, sur un secteur d'activité. Donc il peut participer à plusieurs projets en parallèle ou à la suite. Et quoi qu'il en soit, il ne sera jamais dédié à un secteur d'activité. On travaille pour l'efficacité énergétique, on travaille sur le véhicule autonome, donc beaucoup sur l'automobile, la défense, le domaine de la santé avec du diagnostic médical, de la détection de fraude. Enfin voilà, on a vraiment un panel de marketing, de maintenance prédictive pour l'industrie. Donc on a un panel de projets qui sont très transverses, enfin, sur plusieurs secteurs d'activité. En collaboration avec plusieurs clients, donc des grands industriels, même il me semble qu'on a eu un projet avec Carrefour. C'est vraiment très varié, et c'est cette variété finalement de projets qui empêche les jeunes d'être sectorisés ou d'être tout de suite classés sur une compétence, on va dire, métier. Et donc ça rejoint un peu cette idée que les formations doivent s'ouvrir un petit peu aux différents métiers finalement, et non pas on acquiert par l'expérience cela. Vous voulez intervenir sur ce point ? Je vous laisse finir. D'accord. Le deuxième point, c'est le cadre de vie. Alors là, il y a 93% des participants qui ont vraiment retenu cet aspect important pour eux. Alors c'est peut-être un peu étonnant, c'était peut-être moins le cas avant. Aujourd'hui, le cadre de vie est devenu important pour les personnes. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que la Silicon Valley est là où elle est, en Amérique, vers San Francisco, pour une bonne raison. Il y a l'océan, le climat est plutôt clément. Voilà, la Silicon Valley offre un bon cadre de vie. Alors nous, c'est pas l'océan, nous c'est Grenoble, donc c'est les montagnes, le ski, etc. Bon, chacun son truc. Et le troisième point important, c'est la proximité avec le monde de la recherche. La proximité avec des laboratoires prestigieux. Donc nous, par exemple, on a l'INRIA, le CNRS, Minatech. Donc il y a de quoi faire, effectivement. Et c'est l'idée que les data scientists se faisaient de pouvoir travailler sur des technologies de pointe. D'aller toujours travailler sur ces technologies de pointe et de ne pas uniquement se focaliser sur une technologie de base. Nous, on a commencé avec les modèles bayésiens, les réseaux bayésiens. Et finalement, on a su aussi s'adapter et aller vers du machine learning, deep learning, etc. Et on va de plus en plus loin et on travaille en collaboration avec ces laboratoires de recherche. Donc finalement, en identifiant ces atouts-là, on peut se dire que les data scientists modernes d'aujourd'hui veulent travailler sur différents projets et ne pas être cloisonnés, veulent pouvoir jouir d'un cadre de vie agréable et puis suivre leur passion qui, avant tout, est ce monde de la recherche, sachant que vient en quatrième position, mais là je vous ai parlé des 3 premiers points, tout ce qui est écosystème et donc besoins métiers, la proximité avec les entreprises, etc. Voilà. Oui, enfin, je voulais juste refaire un focus sur l'aspect métier. Chez SAS, nous avons monté un programme innovant il y a 4-5 ans qui s'appelle SAS Spring Campus, qui est un programme qui comprend 1 mois de formation et 5 mois de stage. Donc ça correspond au stage de fin d'études d'un M2 par exemple, ou en tout cas c'est que pour des fins de cycle. Et on a mis, donc c'est une formation de data scientist avec beaucoup d'appliqués sur SAS bien sûr, mais indépendamment des modules informatiques, analytiques avancés, il y a les métiers et on a choisi de faire un focus sur la fraude, la détection de la fraude et puis l'anti-blanchiment d'argent parce qu'on a beaucoup de sujets comme ça chez nos clients. Et également l'aspect marketing qui baisse un petit peu au niveau analytique ces 2 dernières années, mais qui est quand même encore présent. Et on fait en sorte que quand l'étudiant arrive dans l'entreprise, il n'a plus qu'à apprendre le métier de cette entreprise. Tout le reste, il a tout ce qu'il faut. Et ces étudiants rencontrent un vif succès parce que même si le programme a pour vocation de faire de la pré-embauche via un stage, en fait, ils sont tellement demandés sur le marché qu'ils vont vraiment où ils veulent. Et je voulais aussi rebondir sur une petite étude que j'ai regardée sur LinkedIn hier, où on parlait des 10 plus grandes skills demandées en 2017. Alors, il y a en numéro 1 data et cloud, et c'était marqué, je ne sais plus quoi, quelque chose de suprême, donc c'était vraiment bien au-dessus de tout le reste. Et c'était amusant parce qu'on voyait que les États-Unis et la France étaient classés ça au même niveau. Numéro 1 ou 3, je ne sais plus. Et il y avait data analysis et data mining, par exemple, qui était en position numéro 2 pour la France comme les États-Unis.
Donc on parle toujours du retard francophone par rapport au monde anglo-saxon, mais finalement on est un petit peu sur les mêmes trends. Voilà, moi je continue à dire, il faut que les étudiants soient curieux, aillent au-devant, des entreprises se professionnalisent le plus vite possible et n'arrivent pas devant une entreprise sans avoir une bonne connaissance de cette dernière, parce que voilà, on passe au candidat suivant directement. Merci beaucoup pour ces conseils, Et Ariane. le français aussi est très important. Très très important. Du coup, on a parlé de ce qui retenait justement les cerveaux dans le monde de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des méthodes que pourraient utiliser les entreprises françaises ou non d'ailleurs, qui pourraient les rendre plus concurrentielles par rapport aux autres, d'après vous, Meredith ? Des méthodes, oui, pour les rendre plus concurrentielles. Mais je vois, nous par exemple, je vais m'appuyer encore une fois sur un retour d'expérience. Nous, on travaille sur des projets de recherche et développement et des projets de développement informatique. Et c'est vrai que dans le monde informatique, il y a des nouvelles méthodes qu'on appelle méthodes agiles de développement. Et ces méthodes-là peuvent permettre, comme vous disiez, une plus grande compétitivité de l'entreprise et en même temps d'apporter finalement, en apportant au plus vite sur le marché de la valeur ajoutée, au plus tôt dans le projet, on va dire, on va réussir à après autofinancer des projets, etc. Voire même pallier on va dire, on peut éviter le risque de jeter à la fin d'un projet de 3 ans subventionné par exemple, de jeter tout à la poubelle sans rien exploiter parce que finalement on n'a pas atteint une solution finale qu'on avait envisagée au tout début. Donc en fait ces méthodes agiles, rapidement, consistent à séparer vraiment tout ce qui est fonctionnel de ce qui est technique. C'est-à-dire que les méthodes traditionnelles de développement, c'était on a un besoin finalement, on veut répondre à un besoin. Alors, je ne parle pas de recherche fondamentale, mais bien de recherche appliquée. On a un besoin, on veut y répondre. Donc on fait un cahier des charges fonctionnel qu'on transfère aux techniques. Ils font en face un cahier des charges technique pour répondre au cahier des charges fonctionnel. Donc fonction par fonction, ils vont décortiquer toutes les tâches à faire, toutes les tâches techniques. Donc déjà, outre le fait que ça prend un temps colossal pour pouvoir ne serait-ce que chiffrer le projet et qu'on a déjà perdu plusieurs mois, eh bien le risque qu'il y a, c'est qu'après, on va s'attaquer directement aux tâches techniques, une par une, et finalement, comme dans tout projet, dès qu'on a un problème de délai, dès qu'on se casse les dents sur un problème technique ou quoi et qu'on perd du temps, on arrive au bout de la subvention, on arrive au bout des délais du projet et finalement on n'a absolument rien parce qu'on a des morceaux de solutions techniques qui ne répondent à aucune fonctionnalité concrète, qui ne répondent à aucun besoin. Donc les méthodes agiles permettent justement de ne jamais quitter de tête le besoin client et donc il va décomposer fonction par fonction, on va procéder par itération. Donc une itération, c'est chez nous c'est 15 jours, c'est le classique on va dire. Ouais. Voilà. Donc on va fonctionner en itération, on va dire pour développer telle fonctionnalité qui répond à une partie du besoin, on va avoir besoin de 1-2 itérations. Et à la fin de chaque fonctionnalité, de chaque développement de fonctionnalité, il va y avoir une validation, comme quoi cette fonctionnalité répond aux besoins d'un client. Et donc déjà là, on a une valeur ajoutée, on a développé une valeur ajoutée pour le client. Donc là, je peux vous donner 2 exemples de projets. Puisque nous, on a fait les deux. Donc pour le coup, on a vraiment comparé. Au début, on développait selon un cycle en V, donc traditionnel. Et puis on est passé sur ces méthodes agiles. Et donc deux exemples sont Bâtissence. Donc Bâtissence, c'est un produit qu'on a développé, le premier produit ProBayes, puisqu'à la base, on était une société de services en analyse prédictive et en optimisation. Et donc on s'est mis à faire du produit, et notamment via donc, des projets de R&D internes ou collaboratifs. Et donc Bâtissence, pour l'optimisation thermique des bâtiments, donc efficacité énergétique, on l'a développé selon ces méthodes-là. Et on s'est rendu compte de 2 choses. Premièrement, on a gagné énormément de temps sur la durée globale du projet qu'on avait estimé, parce qu'en fait, on a commencé à développer ce qu'on appelle un produit minimum viable avec quelques fonctionnalités. Et puis après, le principe de l'agilité, c'est d'améliorer en continu finalement ce produit-là, en ajoutant des fonctionnalités, en la rendant cette solution plus robuste. Et finalement, on a pu déployer sur un site pilote
au bout d'un an. C'est-à-dire qu'on a commencé les développements, c'était un projet sur 3 ans, et au bout d'un an, on a pu déployer déjà une brique logicielle qui fonctionnait sur les bâtiments, qui n'avait pas toutes les fonctionnalités qu'on imaginait au début, mais qui tournait déjà. Donc ça nous permet de valider cette fonctionnalité et de continuer en parallèle le développement. Et du coup, au bout de 3 ans, à la fin du projet, non seulement on avait notre solution, ça a dépassé un peu comme dans tous les projets, on a eu notre solution, mais en plus, on avait déjà 5 pilotes qui nous a permis déjà d'avoir des retours d'expérience et puis de thésauriser sur ça pour continuer. Le deuxième exemple, parce que donc là c'est un exemple de développement agile interne à l'entreprise. Le deuxième exemple que je pourrais citer, c'est même pour vous montrer qu'on peut utiliser ces méthodes d'agilité en collaboratif. Collaboration avec des entreprises, des laboratoires de recherche, du moment qu'eux-mêmes intègrent aussi ces méthodes de fonctionnement et donc tout le process qui va avec. Donc ce deuxième exemple, c'est le projet OPSIN, un projet de recherche et développement qu'on a mené en collaboration avec des laboratoires de recherche et notamment le LIRIS à Lyon, avec un grand industriel, donc NTN SNR, donc, troisième fabricant de roulements, et Automatique et Industrie, qui est un partenaire automaticien et intégrateur de logiciels dans l'industrie. Et donc, on a fonctionné avec ces méthodes agiles inter-entreprises et ça a très très bien fonctionné puisque sur un projet de recherche de 3 ans, encore une fois, au bout de la première année, on a sorti un premier produit qui s'appelle Cactus Energy Contract, donc un premier module logiciel autonome finalement et qui a commencé à répondre à des besoins clients. On l'a commercialisé au bout d'1 an et demi. Donc voilà, après les tests, au bout d'1 an, commercialisation au bout d'1 an et demi, et le projet de recherche se poursuivait. On a sorti un deuxième module la deuxième année, et puis la troisième année, ça s'est terminé. Effectivement, on avait du retard, mais plutôt que d'être le nez dans l'eau avec pas notre solution logicielle au bout de 3 ans, on avait déjà 2 logiciels, et le troisième qui vient le compléter sortira en mai prochain, donc Energy Management. Donc finalement, c'est pour montrer que c'est grâce à ces méthodes agiles. Parce que ce qui est fort là-dedans, c'est que les 2 premiers logiciels qui sont déjà sur le marché vont financer le dépassement du projet de recherche et vont nous permettre d'aller jusqu'au bout du projet global OPSIN en ayant ces 3 modules-là qui répondent à toutes les problématiques qu'on avait identifiées. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Il va nous rester 2 petites minutes pour conclure. Du coup, je voudrais finir en vous posant la question suivante. D'après vous, on a vu qu'il y avait beaucoup d'ingrédients positifs dans l'école mathématique française. D'après vous, est-ce qu'on peut créer une Silicon Valley à la française ? Une question pour moi, ça. Parce qu'effectivement, moi je suis convaincue que oui, on peut créer une Silicon Valley à la française et même je pourrais aller plus loin en disant que je pense qu'elle existe déjà. Elle existe déjà, elle mérite à être connue et développée davantage évidemment. Mais quand on regarde finalement la bonne recette pour une Silicon Valley, à la française bien sûr, on en a parlé tout au long de la table ronde finalement, ce sont des formations qui professionnalisent, ce sont des territoires qui offrent un cadre de vie agréable, qui renforcent la proximité entre les entreprises et les startups innovantes, et les startups et PME, j'englobe, et puis sans oublier le rôle des pôles de compétitivité aussi, qui finalement catalyse un peu toute cette innovation et qui fait cristalliser l'innovation sur un territoire. Donc ça, c'est selon moi la recette, je ne sais pas si vous la validez, la recette d'un bon territoire, d'une bonne Silicon Valley. Et pour moi, Grenoble y répond. C'est pas du tout chauvin de ma part de dire ça. Grenoble y répond pourquoi même le magazine Forbes américain, donc d'économie américain, classe régulièrement Grenoble dans les 3 meilleures villes innovantes, 5 meilleures villes innovantes du monde. Donc 5e ville innovante du monde, 2e ville la plus innovante d'Europe. Et en fait, quand on se demande pourquoi, moi-même j'y croyais pas au début, parce que je suis grenobloise d'origine et je me disais non, c'est bizarre. En fait non, Grenoble, c'est pas que la capitale des Alpes, donc cadre de vie, ça tout le monde est d'accord. Mais c'est également une ville qui est très reconnue pour les nouvelles technologies, l'informatique et l'énergie. On a vraiment un écosystème très riche d'innovation et on a des pôles de compétitivité dans les nouvelles technologies comme Minalogic par exemple, dans l'énergie comme Tenerdis, donc des clusters, qui vont enrichir et qui vont mettre en action
tout ce territoire qui finalement regroupe des grandes entreprises, on a notamment Alstom, Air Liquide, Schneider Electric, pour ne citer que, si ST Microelectronics quand même, dans les nanotechnologies. Bref, on a donc des grandes entreprises. Autour de ça, on a un tissu de start-up et PME qui sont venus s'installer, si bien qu'on a renommé toute une partie de la région, là où est implanté Provaillès d'ailleurs, l'Innovalley. Donc on est vraiment, c'est une Silicon Valley finalement, mais qui s'appellerait Innovalley grenobloise. Et finalement, je pense qu'on a les ingrédients pour faire cette Silicon Valley finalement à cet endroit-là. On a aussi la ville de Lyon qui est très active. Finalement, on peut voir le territoire, parce qu'à l'échelle de la Californie, nous finalement en France, on pourrait dire c'est toute la France. La French Tech, elle est très éparse hein, sur le territoire, mais c'est vrai qu'il y a une concentration particulière autour de la région grenobloise. Et finalement, avec Lyon et la ville de Chambéry également, qui regroupent beaucoup d'entreprises innovantes. Merci beaucoup à vous trois pour vos retours et vos témoignages. Et je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour les speakers, s'il vous plaît. Merci.